France 24, LCP, Public Sénat, présente. Bonjour à tous, bienvenue pour Ici l'Europe. Merci de nous rejoindre en cette semaine où l'Europe est ébranlée par l'annonce surprise de négociations entre les États-Unis et la Russie en l'absence de l'Ukraine et des Européens, entre autres motifs de grave inquiétude. Pour faire un tour d'horizon de l'actualité européenne, nous avons le plaisir d'être au Conseil européen en compagnie de son président, chargé de mettre d'accord les 27 sur tous les sujets, y compris les plus urgents. Antonio Costa, bonjour. Merci de nous accorder cet entretien exclusif. Vous êtes président depuis le 1er décembre. Je rappelle que vous avez un parcours très atypique, Monsieur Costa. Vous êtes né en Inde, à Goa. Vous avez été élu au Portugal successivement ministre, puis député européen, vice-président du Parlement européen, maire de Lisbonne, Premier ministre entre 2015 et 2024. Vous étiez socialiste dans une alliance du bloc de gauche, d'ailleurs avec quelques bons résultats économiques et cette facilité de compromis, paraît-il, qui vous a très très utile à ce poste actuel, d'autant que l'heure est quand même grave. Cette semaine, on a vu des négociations surprises entre les États-Unis et la Russie sur une paix en Ukraine, en l'absence des Ukrainiens et de nous, les Européens. Que faut-il penser de ce tête-à-tête qui nous exclut ? En fait, il n'y a pas encore de négociations. On a eu des conversations bilatérales entre les États-Unis et la Russie. Ça, c'est positif, surtout si ça amène à des vraies négociations. On aura des négociations seulement quand les belligérants ou ses représentants ou un médiateur accepté pour les deux parties puissent négocier effectivement. Et donc, on ne peut pas découpler la question de la paix en Ukraine de la sécurité européenne. Et c'est pour ça qu'on dit on n'aura pas des négociations crédibles et avec des résultats s'il n'y a pas de négociations avec l'Ukraine et avec l'Union européenne. On se prépare et pour une éventuelle négociation. Mais pour le moment, notre effort, c'est de renforcer la position de l'Ukraine. On est avec l'Ukraine dès les premiers jours de la guerre. On reste avec l'Ukraine, on restera avec l'Ukraine dans la guerre, dans des négociations, dans la reconstruction et surtout dans l'avenir d'une Ukraine État membre de l'Union européenne. Mais quand un Donald Trump, qui quand même détient un peu les clés de l'OTAN, accuse Volodymyr Zelensky d'être un dictateur et lui demande d'organiser de toute urgence des élections, qu'est-ce que vous en pensez ? Dans toute cette situation, il y a un seul dictateur, c'est M. Poutine. Soit Trump, soit Zelensky sont des présidents élus d'accord avec ces constitutions. Quand j'ai visité l'Ukraine le 1er décembre, j'ai eu l'opportunité de me rendre au Parlement ukrainien, de parler avec tous les partis politiques ukrainiens. Et tous m'ont dit la même chose. Ça, ce n'est pas le moment de faire des élections. Parce qu'on a une priorité claire, c'est de nous défendre de l'invasion russe, c'est de récupérer notre souveraineté, c'est d'assurer l'intégrité de notre territoire. Et regardez, on a plus de 5 millions d'Ukrainiens déplacés en dehors de l'Ukraine. On a 1 million d'Ukrainiens dans le front de combat. Donc personne ne veut faire des élections à ces moments. Et donc il faut travailler en toute confiance et en toute solidarité avec le président Zelensky, que c'est le président légitime, élu démocratiquement par les Ukrainiens. La Russie a reconnu le droit souverain de l'Ukraine à adhérer à l'Union européenne, mais pas à l'OTAN, bête noire de Vladimir Poutine. La Russie s'oppose au déploiement d'ailleurs de troupes de l'OTAN en Ukraine, même sous drapeau de l'Union européenne. L'enjeu, c'est assurer tout d'abord le respect pour la loi internationale. Ça veut dire le droit souverain de chaque État, faire les choix souverains qu'il a le droit de le faire. Deuxièmement, l'intégrité territoriale, la sécurité des frontières. Ce sont des principes de la loi internationale qui sont valables pour l'Ukraine, pour le Danemark, pour le Congo, partout.
Et c'est pour ça que cette question, ce n'est pas une question seulement entre l'Ukraine et la Russie, c'est de toute la communauté internationale. Parce que si on accepte qu'un État qui est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies puisse pas respecter la loi internationale, on donne le feu vert pour que tout le monde puisse imposer la loi du plus fort. Le progrès extraordinaire de notre civilisation, c'est d'arriver à un moment où même les États sont des sujets qui doivent obéir et respecter la loi. Deuxièmement, ce qui est en cause, c'est la sécurité européenne. La Russie, c'est une menace qui va au-delà de l'Ukraine. Elle contrôle la Biélorussie, elle projette une menace, en particulier pour les pays baltes, dans notre frontière de l'Est. Elle a de l'armée dans une partie de Moldavie et dans une partie de Géorgie. Donc c'est une menace globale pour l'Europe et en fait pour toute la sécurité internationale. Les Européens sont un peu partagés sur ce qu'on appelle les garanties de sécurité. On voit bien qu'il y a des Français, peut-être même des Britanniques qui ne sont plus dans le club européen. Ils sont dans l'Europe. Ils sont dans l'Europe, mais pas dans l'Union européenne. Oui. Qui peut-être disent, mais s'il y a des négociations, si elles sont sérieuses et si on doit offrir de mettre nos armées au service de garanties de sécurité, on le fera. D'autres qui sont beaucoup plus réfractaires. Comment les réconcilier autour de l'après, avec l'accélération de Trump? L'initiative du président Macron a été très importante. De réunir des Européens par plusieurs clubs. De parler avec les Européens qui sont membres de l'Union européenne et ceux qui ne sont pas membres de l'Union européenne, et aussi le Canada. Et a été très utile. Pourquoi? Parce qu'il est important de savoir, dans ces moments, et si on arrive à des négociations, comment dire, et si on arrive à la paix, ce que tout le monde, et personne plus que les Ukrainiens le veulent, cette paix ne peut pas être seulement un cessez-le-feu. Elle doit être tenue à la longueur. Ça veut dire qu'il faut donner à l'Ukraine des assurances que la Russie ne va pas profiter un petit cessez-le-feu pour revenir plus fort et essayer, une fois encore, de prendre contrôle sur le territoire de l'Ukraine. Et donc, quand des partenaires, des alliés comme les États-Unis disent on ne concorde pas que l'Ukraine rentre dans l'OTAN, que c'était la façon la plus claire, la moins coûteuse de rassurer l'Ukraine vis-à-vis de son avenir. Donc il faut trouver des alternatives. Et pour trouver des alternatives, je crois que c'est important de savoir quelle est la disponibilité de chaque État dans ces cadres de paix et pour assurer la sécurité. Et ça, vous êtes en train d'en discuter, peut-être d'ailleurs de façon discrète, entre chacun des États. Je crois que vous faites des réunions bilatérales non-stop. Oui, c'est un travail que je fais aussi, naturellement avec les États membres de l'Union européenne. La France, c'est une position clé, parce que des pays comme la France, le Royaume-Uni seront centrales dans cette opération. Mais ce que j'ai vu, c'est qu'il n'a pas de divergence. Il a des disponibilités diversifiées. Mais personne n'a dit « je n'accepte pas que tu fasses une chose différente ». Donc, chacun a dit franchement qu'est-ce qu'il est disponible à faire. Et je crois que tous ensemble, on va contribuer, si y en arrive, et on le désire, effectivement qu'il en arrive, à une paix qui soit compréhensive, juste et durable pour l'Ukraine. Est-ce que vous allez nommer un négociateur, justement, pour que si des négociations démarrent avec les Européens, il y ait quelqu'un de prêt? C'est vous le négociateur, Antonio Costa? C'est une question que ne serait pas moi, c'est certainement, mais c'est une question qu'on a posée déjà aux différents leaders. Si en cas d'avoir des négociations, si on doit avoir un envoyé spécial de l'Union européenne ou même de l'Union européenne avec d'autres alliés. Je n'ai pas encore parlé avec tous les leaders, mais dans les prochains jours, je le ferai. Et le 16e train on se prépare, c'est ça. Le 16e train de sanctions, d'ailleurs, a été décidé, qui porte plus spécifiquement sur les 300 à 600 bateaux fantômes, un navire clandestin employé par Moscou pour écouler le pétrole en toute opacité. Ça va faire mal, ça, économiquement, aux Russes? Ça va leur faire peur? C'est suffisant? Non, toutes les sanctions sont une façon très puissante
de contenir la capacité de la Russie de soutenir la guerre. Et ce qui est très important de souligner est qu'une fois encore, on a réussi à obtenir l'unanimité pour approuver cette 16e paquet de sanctions vers la Russie. Dans ces 3 ans, on est toujours arrivé à une décision, et la décision a été toujours la même. Supporter l'Ukraine et condamner la Russie. Dans cette guerre, l'agresseur c'est la Russie, la victime c'est l'Ukraine. L'Ukraine n'a pas commencé la guerre, n'a pas donné aucun prétexte à la guerre. C'est une guerre injustifiée, déclenchée par la Russie, seulement pour la Russie, et en claire violation du droit international. Autre gros sujet d'inquiétude justement des 27 à propos de l'administration Trump, celui de la guerre commerciale, puisque les États-Unis prévoient d'appliquer aux produits étrangers, c'est-à-dire européens, des droits de douane équivalents à ceux subis par les produits américains. Alors ça mélange toutes sortes de facteurs, la TVA, les normes environnementales, etc. C'est la Commission qui gère ce commerce mondial, mais est-ce que certains États parmi les vôtres, on pense par exemple à l'Italie qui est plus proche peut-être d'un Elon Musk, ou la Hongrie de Viktor Orban, pourrait être tenté de faire jeu séparé, là encore? Il ne faut pas oublier un fait essentiel. On est des amis, on est des partenaires et on est des alliés des États-Unis. Notre relation commerciale représente 40% du PIB mondial, 30% de nos échanges réciproques. Donc, on ne veut pas avoir aucun conflit commercial, et on veut faire la gestion de ces dossiers comme on fait entre des amis. Mais ils nous considèrent encore comme des alliés et des ennemis parce que... Non, mais regarde, les États-Unis sont, depuis 2 siècles au moins, des alliés et des amis et des partenaires des pays européens. Le symbole de la statue de la liberté a été offert par la France aux États-Unis. On partage les valeurs. On a le poids économique de nos relations, c'est quelque chose d'incroyable et qui n'existe entre aucune autre économie. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire quand il y a des problèmes entre des amis? On se parle. Les États-Unis disent, bon, on a un déficit commercial dans les biens. Bon, c'est vrai, de l'autre côté, et là, ils ont un surplus commercial dans les services. Dans les services. Mais on n'est pas fermé à parler. Mais le plus important, pendant plusieurs années, certains Européens avaient un souci, comme par exemple la France disait qu'il faudrait renforcer notre autonomie, de renforcer les piliers européens de l'OTAN. Et quelques membres de nos alliés européens disaient non, ça peut être un risque de nous détacher des États-Unis. Maintenant, ce sont les États-Unis qui nous demandent de prendre plus des responsabilités. En fait, ce qu'ils nous demandent, c'est le même qu'on a décidé de faire en mars 2022 à Versailles. Donc, il y a une position de convergence. Donc, affaiblir l'économie européenne, ce n'est pas le bon chemin pour renforcer notre capacité de prendre une position plus forte dans le domaine de la sécurité. Et en fait, le monde a changé beaucoup dans ces derniers 4 ans. Et si vous regardez, en 2024, la moyenne des 23 pays de l'Union européenne qui sont aussi alliés à l'OTAN ont arrivé au 2%. Au 2% du PIB consacré à la défense, non, tout à fait. Il y a un accord entre tous. Il faut continuer cette trajectoire, les renforcer, et certainement, dans le sommet de l'OTAN en juin, on aura des conditions pour assumer la capacité de bâtir les priorités des capacités militaires que l'Agence européenne de défense et l'OTAN ont définies en toute cohérence qu'on doit bâtir en priorité. Antonio Costa, un membre du gouvernement Trump comme Elon Musk, soutient sans complexe via de puissants réseaux sociaux comme X les mouvements d'extrême droite comme l'AfD en Allemagne. Est-ce que ça vous inquiète pour la survie de nos démocraties européennes? Les démocraties européennes sont fortes, mais ça c'est clair que ceux qui croyaient que l'extrême droite en Europe était supportée seulement pour la Russie se sont trompés. Ils sont supportés pour la Russie, mais aussi pour toute une internationale de l'extrême droite qui existe et qui existe aussi aux États-Unis. Et on doit comprendre que certains des acteurs politiques américains font partie de cette internationale réactionnaire, comme appelle le président Macron,
c'est en fait un mouvement global d'extrême droite qui est présente aussi ici en Europe, qui est présente aussi aux États-Unis et qui gouverne avec Poutine la Russie depuis plusieurs années. Monsieur le Président du Conseil européen, vous allez en organiser de très nombreux, j'imagine, à l'avenir, peut-être plus que les réguliers, non ? Vous avez changé de méthodologie de travail ? Le Conseil européen doit se réunir en deux situations. Tout d'abord, quand il est important de définir d'orientations stratégiques et de donner des orientations politiques à la Commission et au Conseil. C'est pour ça qu'on a organisé cet conseil informel sur la défense début du mois. Non. On doit réunir aussi pour prendre des décisions concrètes. C'est qu'on va faire un mars sur les sujets économiques. Mais je ne vais pas convoquer un Conseil européen chaque fois que quelqu'un produise un tweet ou fait une déclaration. Parce que, vous savez, on doit se comporter et agir d'une façon responsable, prévisible et crédible. Et je crois que les Européens et l'Union européenne ont toutes les raisons pour être confiantes. Bon, on veut garder les alliés, on veut même renforcer notre alliance. Mais on ne peut jamais oublier que dans le support à l'Ukraine, on a fait toujours plus que d'autres. Et on est prêt à faire plus encore. Mais on veut, évidemment, compter avec toute cette alliance de ceux qui veulent continuer à supporter la légalité internationale. Et ce sont ceux qui existent aux États-Unis, au Canada, plusieurs en Afrique, plusieurs en Amérique latine, plusieurs en Asie. Parce qu'en fait, ça c'est une question qui concerne tout le monde. Parce que c'est la stabilité de l'ordre international après la Deuxième Guerre mondiale qui est en crise et que la Russie a défié avec cette invasion injustifiable, illégale et brutale. Merci Antonio Costa, Merci. Merci Monsieur le Président du Conseil européen.